Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, résolution de la crise libyenne. La commission militaire mixte libyenne et des responsables militaires et sécuritaires réaffirment leur engagement à sécuriser les prochaines élections. Ils étaient réunis ce samedi 8 avril en présence du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la Libye, Abdoulaye Bathily. La culture comme facteur de cohésion sociale. Découverte de la pièce de théâtre intitulée Hate Radio, une coproduction allemande et rwandaise actuellement en représentation à Kigali. Celle-ci a pour objectif de sensibiliser le public sur les dangers des discours de haine. Et enfin, l'actualité sportive avec la Tunisienne Ons Jabeur qui prend sa revanche face à la Suissesse Belinda Bencic et remporte le tournoi de Charleston aux États-Unis. La 4e mondiale s'est imposée en 2-7, 7-6, 6-4. Mais tout d'abord, le Cameroun souhaite réintégrer l'AGOA, l'initiative commerciale phare des États-Unis avec l'Afrique. C'est un dispositif qui permet aux pays éligibles d'exporter vers les États-Unis sans droit de douane. Selon le ministre camerounais de l'économie Alamine Ousmane Meh, qui souhaite relancer les négociations avec Washington, la réintégration du Cameroun au sein de l'AGOA serait l'un des moyens pour éviter son surendettement. Pour rappel, l'ancien président américain Donald Trump avait retiré le Cameroun de la liste des pays bénéficiaires de l'AGOA fin 2019 en raison de violations flagrantes et persistantes des droits de l'homme par les forces de sécurité camerounaises en rapport avec la crise anglophone. Depuis 2017, les milices sécessionnistes affrontent les troupes gouvernementales dans les deux régions anglophones du Cameroun. Conflit qui a déjà fait des milliers de morts et déplacé près de 800 000 personnes. En présence du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la Libye, Abdoulaye Bathily, la commission militaire mixte 5+5 a organisé les 7 et 8 avril dernier une réunion à Benghazi avec plusieurs responsables militaires et sécuritaires des différentes régions de la Libye. Objectif, renforcer la confiance entre les chefs militaires et sécuritaires en vue d'appuyer le processus politique et aller de l'avant avec la création d'un environnement propice à la tenue d'élections libres et équitables au cours de cette année. Les participants ont notamment réaffirmé leur disponibilité à sécuriser toutes les étapes des élections et exhorté à soutenir les efforts portant sur le retrait des mercenaires et des combattants étrangers. Les précisions de Marcel Kouassi. En Libye, le chef de la mission d'appui des Nations Unies, Abdoulaye Bathily, a appelé lors de son discours à la réunion de la commission militaire mixte 5+5 à Benghazi, les chefs militaires et de sécurité à faire preuve d'engagement pour la création d'un environnement propice aux élections et au retour en toute sécurité des personnes déplacées et la libération des détenus. Nous savons tous que la résolution complète de la crise libyenne et de l'impasse politique actuelle nécessite du temps, de la persévérance et de la patience. Cependant, je suis sûr que votre coordination et votre coopération continue représentent une excellente occasion de maintenir le dialogue, de renforcer la confiance et d'échanger des vues sur la manière de fournir une base solide pour une résolution politique qui aboutisse à la résolution de la crise libyenne en créant un environnement propice à des élections inclusives, libres et équitables en 2023. En plus de la facilitation et de l'adoption du cadre juridique pour la tenue d'élections en 2023, l'initiative clairement détaillée par le chef de la mission d'appui des Nations Unies est également destinée à fournir une plateforme pour la progression du consensus sur des questions connexes. La création d'un environnement propice au bon déroulement des élections appelé par le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU peut passer par, premièrement, la réunification rapide des deux grands états-majors militaires du pays qui s'affrontent. Deuxièmement, le désarmement forcé ou négocié des milices armées que nous évoquons plus haut, qui sont rattachées souvent à l'un ou l'autre des deux grands états-majors. Troisièmement, on peut envisager l'organisation des procès
pour les chefs de guerre reconnus coupables des crimes de guerre et de crimes contre l'humanité comme mesure dissuasive de reprise des armes. Et en quatrième point, il faut absolument que l'on aborde la question des mercenaires, ces combattants militaires d'origine étrangère qui viennent donc entretenir et alimenter cette confusion armée à l'intérieur du territoire libyen. Il est à noter que les participants à cette réunion ont exprimé leur plein attachement aux conclusions du dialogue entre la commission militaire mixte 5+5 et les responsables militaires et sécuritaires à Tunis et Tripoli. Ils réaffirment également leur soutien à la sécurisation de toutes les étapes des élections. Avec une population de plus de 6 millions d'habitants, la Centrafrique se classe au bas des indices du capital humain et du développement humain, 188e sur 189 en 2022. Si l'exécutif est pointé du doigt, le président Faustin-Archange Touadéra fait notamment part des difficultés auxquelles son pays fait face, tant sur le plan sécuritaire qu'humanitaire. Avec 71% de la population vivant sous le seuil de pauvreté, certains observateurs restent sceptiques sur le bilan de son second quinquennat. Le point avec Joël Ballot. Le 30 mars 2023, le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra a célébré l'an 2 de son deuxième quinquennat. Réélu à l'issue des élections de décembre 2020, il a prêté serment le 30 mars 2021. Malgré son engagement pour le relèvement du pays, les différentes crises sécuritaires, humanitaires ont mis à mal ses efforts, d'où certains observateurs estiment que ce bilan reste mitigé. J'ai bâti ma vision sur l'urgence de construire une nouvelle Centrafrique débarrassée des démons de la violence, une économie résiliente, portée vers un avenir meilleur. À travers cette vision, j'ai voulu, par-dessus tout, renouer avec les valeurs profondes de notre société. Selon les données de la Banque mondiale, en 2022, la Centrafrique se classe à la 188e place sur 189 du classement de l'indice de développement humain au monde. L'institution de Bretton Woods estime qu'environ 71% de la population vivait en dessous du seuil international de pauvreté. Pour le chef de l'État, cette situation se justifie entre autres par l'ingérence internationale et l'absence d'exploitation des ressources naturelles dont regorge le pays. La République centrafricaine est un pays pauvre. Pourtant, elle dispose d'énormes potentialités naturelles qui sont des trésors inexploités, faute d'infrastructures, manque de financement et à des ingérences étrangères sur fond de néocolonialisme, de lutte géopolitique et géostratégique entre les grandes puissances. Dans son discours de circonstance, le président a énuméré plusieurs autres défis, dont l'un qui s'inscrit dans sa profession de foi. Il s'agit de la santé. Son objectif est de réduire la mortalité maternelle et infanto-juvénile qui monte en puissance en Centrafrique. Renforcement de la démocratie en République démocratique du Congo. Vital Kamerhe, vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale, s'est rendu dans son fief électoral Bukavu ce samedi 8 avril. Lors d'un meeting, le président de l'UNC, signataire de la charte de l'Union sacrée de la nation qui soutient la candidature du président Félix Tshisekedi aux élections de 2023, a annoncé une série de mesures destinées à promouvoir les PME locales afin de mieux lutter contre l'inflation monétaire. Marcel Kwasi. En visite depuis le 8 avril 2023 à Bukavu, capitale de la province du Sud Kivu, le vice-premier ministre et ministre de l'économie Vital Kamerhe a appelé la population de Bukavu à lutter contre la corruption et la fraude et à bannir le tribalisme. Le président national de l'Union pour la nation congolaise s'est adressé à la population lors d'un meeting populaire à la place de l'Indépendance. Le vice-premier ministre a aussi indiqué que le gouvernement fait tout pour promouvoir les petites et moyennes entreprises locales pour mieux lutter contre l'inflation monétaire. Il a aussi invité les jeunes à se mettre au travail.
Dans son meeting, sur place, il y a développé des thèmes chers au président Félix Tshisekedi, notamment la lutte contre la corruption, la promotion des petites et moyennes entreprises, et surtout l'antienne du président Tshisekedi, la lutte contre le tribalisme. Donc on voit que c'est une espèce de rappel des troupes, parce que Vital Kamerhe, selon certains observateurs, est très populaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, qui se trouve être la partie la plus peuplée du pays et qui a un poids électoral énorme. Au cours de cet échange avec la population, Vital Kamerhe est revenu sur son alliance avec le président Félix Tshisekedi, qui s'est consolidé davantage avec son entrée au gouvernement Sama Lukonde II. C'est la première fois que l'ancien directeur de cabinet du chef de l'État foule le sol du Sud Kivu après sa libération, et l'un des objectifs de ce déplacement dans son fief natal est d'obtenir sa carte d'électeur en vue de prendre part aux prochaines élections prévues en décembre 2023. L'INC, c'est un parti de changement et les cash, c'est cap pour le changement, n'est-ce pas, que nous avons créé avec le président de la République. Et nous devons donc, nous, INC, jouer notre partition dans le cadre de cette coalition où nous devons changer effectivement la façon de se comporter, la façon de gouverner pour que le peuple soit notre seule cible et que le peuple devienne artisan de son propre changement. Parti de la coalition au pouvoir en République démocratique du Congo, l'UNC de Vital Kamerhe est l'un des partis signataires de la charte de l'Union sacrée nationale et engagé derrière une seule et même candidature à la présidentielle de décembre prochain, celle de Félix Tshisekedi. Également dans l'actualité, après plus de 5 mois de prison, les 259 manifestants arrêtés dans le cadre de la violente manifestation du 20 octobre 2022 ont été libérés ce 8 avril. Ils manifestaient alors contre la prolongation de la période de la transition au Tchad. Les manifestations avaient officiellement fait 73 morts, mais bien davantage selon l'opposition. Détenus à la prison de Moussoro, à 300 km au nord-est de la capitale N'Djamena, ces hommes avaient été graciés le 27 mars dernier par le président de la transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno. Direction le Rwanda, à présent à la découverte d'une pièce de théâtre qui se joue actuellement à Kigali, la capitale. Intitulée Hate Radio, la coproduction allemande et rwandaise a pour objectif de sensibiliser le public sur les dangers des discours de haine. Elle met en lumière le rôle de la radio-télévision libre des 1000 collines RTLM dans le génocide de 1994 afin d'éduquer les jeunes sur l'histoire mais aussi de promouvoir la paix et l'unité entre les sociétés. Reportage signé Fratenda Kiaisenga. C'est la deuxième fois que la pièce de théâtre Hate Radio est en tournée au Rwanda en 14 ans d'existence. La pièce de théâtre met en lumière le rôle de la radio-télévision libre des 1000 collines RTLM pendant le génocide de 1994 contre les Tutsis au Rwanda. La pièce vise entre autres à confronter la nature destructrice des discours de haine et à promouvoir la compréhension, l'empathie et la guérison. À chaque fois qu'on est impliqué dans des activités comme celle-ci qui ont trait et un aspect mémoriel, c'est aussi rendre hommage à chaque fois qu'il est question de déconstruire la mécanique par laquelle ces gens ont pu être exterminés et décimés. Chaque bribe de compréhension supplémentaire qu'on donne au public, je crois que c'est une manière aussi d'honorer un peu plus les personnes qui en ont été victimes et d'autres qui y ont survécu. Voilà, sans prétention aucune. La RTLM était une radio créée et financée par des extrémistes, décrite par des spécialistes comme ayant été un bras droit du gouvernement génocidaire. Elle a joué un rôle important dans l'incitation aux massacres qui ont eu lieu d'avril à juillet 1994 au Rwanda. Les messages de haine étaient véhiculés tant par les journalistes que par les animateurs et les DJ. C'est pas une fable, c'est pas une fiction, elle est là. Et donc de rentrer là-dedans, c'est vrai que parfois on y laisse un peu des plumes, comme on dit, mais c'est important de plonger parce que plus on plonge là-dedans, plus on est crédible,
plus on saisit l'efficacité et donc la dangerosité de tout ça, et donc de l'importance vraiment de se dire que les petites phrases comptent aussi. Le ministère de l'Unité nationale et de l'Éducation civique s'est associé aux créateurs pour présenter 8 Radio au Rwanda dans le cadre du calendrier officiel de la 29e commémoration du génocide contre les Tutsis au Rwanda. La pièce a été jouée plus de 300 fois dans 40 pays, suscitant des discussions sur l'histoire du Rwanda et sur les moyens d'empêcher que des tragédies similaires causées par des discours de haine sur des stations de radio ne se reproduisent. Dans l'actualité sportive, la Tunisienne Ons Jabeur a remporté le tournoi de Charleston aux États-Unis face à la Suissesse Belinda Bencic en 2-7, 7-6, 6-4. Un match de revanche pour Ons Jabeur, désormais 4e mondiale, battue un an plus tôt par Belinda Bencic sur le même terrain. Elle s'arroge le trophée au terme d'un duel qui a duré un peu plus de 2 heures. Résumé de Séverin Douque. Ons Jabeur est la championne du tournoi de Charleston. La joueuse tunisienne a remporté la finale qu'elle disputait le 9 avril 2023 contre la Suissesse Belinda Bencic 7-6, 6-4. Briquet d'entrée et menée 5-3 dans la première manche, Ons Jabeur s'est bien battue à remonter la pente pour revenir à 5 partout. Jabeur va finalement l'emporter au tie-break 8-6. Thank you, Charleston. This is amazing. Belinda. Merci, Charleston. C'est incroyable. Belinda, nous avons désormais toutes les deux un grand trophée et un petit trophée. Donc, tu es une compétitrice et une amie extraordinaire. Je suis tellement fière de pouvoir partager le cours avec toi et d'être à tes côtés dans autant de tournois. Share the court with you and be able to be by your side in so many tournaments. En 2 heures et 1 minute de jeu, Ons Jabeur prend sa revanche sur la Suissesse Belinda Bencic, qui l'avait battue une année auparavant au même stade du tournoi. Elle décroche ainsi, sur la terre battue grise de Charleston, son 4e titre du circuit professionnel WTA. La victoire à Charleston en Caroline du Sud permet à Ons Jabeur de gagner une place dans le classement WTA pour se hisser à la 4e place mondiale. Pour la Suissesse Belinda Bencic, 11e mondiale, le jeu de la Tunisienne était tout simplement super. Ton jeu aujourd'hui était incroyable et tu sais, je me suis dit à la fin du tie-break que peut-être c'était fait pour toi cette année et que tu le méritais absolument. Je suis très heureuse que tu sois de retour. Le tennis est incroyable avec toi et je veux avouer que c'était pénible de jouer contre toi, mais pour le tennis, tu es génial et félicitations à toi et à ton équipe. Après son élimination des tournois WTA 1000 d'Indian Wells et de Miami, la Tunisienne de 28 ans signe son retour au plus haut niveau après une courte absence du circuit en février due à une blessure qui avait nécessité une opération mineure. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.